Bienvenue à tous dans cette émission spéciale Fête du Trône. 24 ans de règne dans lesquels Sa Majesté le Roi Mohammed VI conçoit une architecture nouvelle et novatrice pour tous les secteurs et pour tous les Marocains, préparant le terrain pour l'essor économique du royaume et l'épanouissement social de tous les Marocains. Sur l'aspect économique, l'atout logistique et industriel du Maroc ne saurait exister sans un réseau d'autoroutes performant, sans un port de classe mondiale comme Tangemed et ses prolongements à l'est avec Nador-Ouest et aux portes de l'Afrique avec le futur port d'Akhla Atlantique. Car les chantiers se poursuivent et des projets sont dans le pipe pour consolider une structure ad hoc à même d'accueillir les investisseurs et les investissements solides et des investisseurs exigeants. Les zones industrielles ont été érigées en véritables catalyseurs et arguments de taille pour séduire justement ces investisseurs venus du monde entier. La vision inclusive d'un bâtisseur a su rapprocher les villes du royaume grâce à la ligne à grande vitesse, par exemple, un projet plutôt qui a transformé le transport public au Maroc aux côtés des tramways dans certaines villes marocaines. Connecter les 12 régions du royaume fut un challenge, mais l'un des plus grands challenges réussis qui s'inscrit d'ailleurs dans la continuité du règne de feu Sa Majesté Hassan II, c'est celui de l'accès à l'eau. Dans la conjoncture actuelle de la rareté de cette ressource, le souverain suit personnellement et de près la question de l'urgence hydrique à travers notamment la politique nationale de l'eau, la politique des barrages fusionnée à celle des sources alternatives comme le dessalement de l'eau de mer. N'oublions pas enfin l'émulation sociale des infrastructures, des soins de santé en passant par les universités et établissements de formation ou encore les infrastructures sportives. Car l'inclusion est indissociable de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de développement. J'accueille pour le débat de ce soir l'économiste Khalid Ben Ali. Bonsoir Khalid Ben Ali. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Je rappelle aussi que vous êtes un expert international. Merci de participer au débat. J'ai également le plaisir d'accueillir le doyen de la faculté des sciences économiques, juridiques et sociales, professeur Abdelatif Komat. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Nous avons également avec nous un autre économiste. Alors sa spécialité, ce sont les politiques publiques. Professeur Abdelghani Lioumni, bonsoir. Merci pour l'invitation, bonsoir. Merci à vous de répondre à nos questions. Alors, première question, vraiment pour planter le décor. Rappelez quelle est la relation de cause à effet entre un investissement dans les infrastructures et la création de valeur. En d'autres termes, le retour sur investissement dans les infrastructures. En fait, l'infrastructure, il a une relation très forte avec, je dirais tout d'abord la dimension sociale, mais également la dimension économique. Donc la création de valeur est liée intrinsèquement à l'effort qui est fait en matière d'infrastructure. Pour le Maroc, bien évidemment, il a une tradition, nous avons une tradition depuis plusieurs décennies de donner l'importance à l'infrastructure pour ériger d'une part une économie, mais également des liens sociaux, parce que la qualité de vie également elle est liée à l'infrastructure. Nous avons remarqué effectivement que la dynamique qui est insufflée depuis 2 décennies a donné un autre élan aux infrastructures. D'ailleurs, ça se voit à travers l'importance de l'investissement public. Il faut rappeler que aujourd'hui, pratiquement les 2/3 des investissements dans notre pays sont des investissements publics qui sont essentiellement consacrés à l'infrastructure. L'infrastructure, bien sûr, elle prépare le cadre, bien évidemment, à la dimension économique, parce que l'économie a besoin de connectivité, a besoin de ports, a besoin d'autoroutes, a besoin de plateformes de logistique, et tout cela, bien évidemment, s'apparente à l'infrastructure. Également, bien sûr, il y a la dimension sociale, parce que la population a besoin de mobilité, a besoin de services publics, et tout cela est, bien sûr, préparé, notamment grâce à cet élan d'infrastructure. Donc, pour dire que nous sommes au centre du plan de développement, du projet de développement qui a effectivement ces 2 pans, un pan économique et un pan social. Et les 2 pans s'apparentent au volet infrastructure. C'est pour cela que le retour sur un investissement, en fait, il est vérifié à travers, tout d'abord, les résultats qui sont aujourd'hui réalisés, que nous allons bien sûr constater sur le plan économique et sur le plan social, mais également à travers l'évolution qui est constatée au niveau international en ce qui concerne la performance de l'infrastructure au Maroc. Aujourd'hui, si on voit le rang du Maroc en termes de connectivité, en termes de performance de l'infrastructure,
à travers le World Economic ou à travers des organismes d'évaluation, le Maroc, d'une année à l'autre, son rang évolue. Le rang, par exemple, au niveau de la performance du port de Med-Tanger, aujourd'hui, il est classé 4e au niveau mondial, donc c'est une performance qui s'apparente à une évolution très, très remarquée. Également, la connectivité du Maroc à l'international. Et donc, tout cela, bien sûr, rejaillit sur la dynamique économique, la dynamique sectorielle que connaît notre pays. Exactement. Alors, au-delà de l'atout logistique incontestable, bien évidemment, du port Tanger-Med, vous l'avez dit, il est 4e mondial, ce port de Tanger-Med. Il est derrière un port chinois et un autre port omanais. On connaît cette région et un autre des Émirats arabes unis. On connaît bien sûr l'importance de ces ports dans le commerce international. Le port de Tanger-Med, un atout logistique, comment a-t-il pu placer aussi le Maroc, ce port Tanger-Med 1 bien sûr, et 2, a-t-il su et pu installer le Maroc dans l'échiquier mondial du commerce international pour qu'il soit aujourd'hui un maillon essentiel dans ce commerce? Et quelle région en particulier? Alors, je voudrais d'abord rappeler comment le Maroc est rentré dans une transformation multiforme. Je rappelle un passage du discours de Sa Majesté le jour de son intronisation. Nous souhaitons que le Maroc, sous notre reine, aille de l'avant sur la voie de développement et de la modernité et qu'il accède au 3e millénaire doté d'une vision prospective en parfaite cohabitation et en entente réciproque avec nos partenaires. Et quand vous analysez donc cette partie du discours, vous regardez que 24 ans après, le Maroc est rentré dans le 21e siècle. Mais aussi, le Maroc est un chantier à ciel ouvert. Alors, si on prend le projet de Tanger-Med, qui a démarré, je pense, en 2007, donc c'était une vision royale, le but, c'était d'abord de désenclaver la région du Nord, mais aussi de faire du Maroc un hub entre l'Europe, l'Afrique et le reste du monde. Et je pense que c'est une grande réussite, parce que le port Tanger-Med n'est pas arrivé 4e d'un seul coup, mais ça s'est fait de manière progressive. Graduelle, absolument. Et c'est pas tout seul, parce que si elle n'était pas adossée à 6000 hectares de zones industrielles, mais aussi au projet de l'usine Renault qui a transformé la région du Nord, parce qu'elle a transformé la ville de Tanger de ville normale à une grande métropole industrielle, et elle a multiplié son PIB par 2,5. Donc c'est vrai que le port Tanger-Med aujourd'hui est un exemple international qui a permis au Maroc de concurrencer les plus grandes plateformes aéroportuaires du monde. Alors, quand vous dites cela, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu d'abord cette installation, cette infrastructure qu'est le port, pour que se greffe dessus tout un écosystème industriel. Dans quel sens celui de Nador West, professeur Ben Ali, ainsi que celui de Dakhla Atlantique, qui sont les petits frères, j'ai envie de dire, du port Tanger-Med, dans quel sens ou quelle complémentarité il y aurait entre ces trois infrastructures majeures, trois infrastructures portuaires bien évidemment majeures dans notre pays? Bon, si vous me permettez juste rapidement de dresser un petit référentiel pour dire que généralement on dit que l'infrastructure est synonyme d'une bonne croissance économique et d'une vision de développement. Donc généralement ça se traduit comme ça. Et puis une infrastructure, pour répondre à votre question, c'est déjà une politique publique. Et c'est une politique publique qui est axée sur les résultats. C'est-à-dire quand on installe une politique publique, c'est axé sur le résultat. Il y a un objectif bien déterminé. Et c'est en plus un effet transverse, c'est-à-dire ça porte sur beaucoup de secteurs. Lorsqu'on installe par exemple un aéroport à Nador, il y a des activités à côté qui vont s'installer, qui vont s'implémenter, des nouvelles villes, des nouveaux métiers, peut-être de nouveaux constructeurs tonniers, de nouveaux investissements. Au niveau de la région, par exemple, de Dakhla, le port va permettre de fluidifier l'échange, d'écourter, de réduire les coûts, de faire profiter les populations. Donc, c'est une connotation assez importante et assez générale. Ceci veut dire que une infrastructure, c'est un levier qui permet de faire une montée de l'économie, ça permet d'attirer et de faire une répartition géographique équitable de l'investissement, parce qu'aujourd'hui, quand il y a de l'infrastructure, l'investisseur, il peut aller là où, mais quand il n'y a pas d'infrastructure, aucun investisseur ne peut s'aventurer. Et puis, à côté de cela, moi je dirais encore un petit axiome, que toute infrastructure est génératrice de postes d'emploi directs et indirects, est génératrice d'une activité, est génératrice d'une demande interne à travers une consommation, est génératrice de plusieurs facteurs qui ne feront
que vraiment réconforter et donner un tonus supplémentaire à l'économie. Ce n'est pas une perte. Je dirais le dernier élément en international, on s'intéresse beaucoup aux infrastructures, on a la notion de patrimoine de l'État, parce que pour l'octroi des crédits et les subventions internationales, il y a deux visions, soit la notion de crédit, soit on se base sur le patrimoine de l'État, c'est-à-dire quand l'État dispose d'un patrimoine, c'est-à-dire des investissements réalisés et que les prêts ou les subventions ne vont pas dans des fins de consommation. C'est synonyme que le pays investit, il y a une présence patrimoniale, un patrimoine de l'État qui est disponible. Et d'ailleurs, une réponse assez, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées contre le train à grande vitesse, le Borak, qui se sont rétractés d'ailleurs, en témoignent les chiffres, rien que pour le troisième trimestre de 2023, 12,5 millions de passagers ont pris le Borak. C'est dire l'importance que commence à occuper, à revêtir ce fameux train à grande vitesse qui relie pour l'instant la ville de Casablanca à celle de Tanger. Une expansion ferroviaire à grande vitesse, professeur Komat, mais pas que. Il s'agit aussi de moderniser l'existant. Effectivement, le ferroviaire reste fer de lance justement de l'intégration régionale, également de la dynamique économique, mais également de la dynamique sociale. L'expérience l'a montré. Effectivement, aujourd'hui, c'est une réussite, c'est un succès qui place le Maroc comme le premier pays de l'Afrique à installer une ligne à grande vitesse. Et bien évidemment, cela a eu un impact sur le plan économique, parce qu'aujourd'hui, les relations, en termes notamment des compétences qui travaillent entre les régions de Casablanca et de Tanger, qui accompagnent les dynamiques de ces deux régions, c'est effectivement cette mobilité, elle est permise grâce à ce train à grande vitesse. Également, en fait, bien évidemment, il y a l'extension qui est prévue vers Agadir. Donc, pour dire que le ferroviaire, aujourd'hui, il est installé, mais il est en train, en fait, de se prolonger, mais également de se moderniser. Si on voit que, par exemple, les gares, nous avons aujourd'hui plus de 120 gares au Maroc, et aujourd'hui, ça devient, en fait, un patrimoine architectural qui donne une image de la modernité et de la tradition architecturale du Maroc. Aujourd'hui, on peut dire que le ferroviaire, en fait, il joue un rôle aussi bien en termes de mobilité, en termes de connexion, mais également en termes de rapprochement et de proximité avec le citoyen, et puis sur un plan architectural. Également, en fait, il faut rappeler que le ferroviaire, il permet le transport de produits miniers, notamment aujourd'hui on connaît l'importance par exemple du ferroviaire en ce qui concerne tout ce qui est transport des produits phosphatiers. Donc c'est un accompagnateur de la dynamique économique et qui est partie intégrante de ce qui est en train de se développer dans le domaine notamment de l'infrastructure de transport au Maroc. Bien sûr, il y a le transport terrestre, il y a les ports, mais le ferroviaire reste un volet très très important qui va encore se développer en termes de qualité, de modernisation, mais également en termes d'extension pour aller vers d'autres régions. On le voit déjà sur ce qui a été bâti, notamment en ce qui concerne ce train à grande vitesse, cette ligne à grande vitesse qui est le Borak, et on sent qu'il y a vraiment une réponse citoyenne. Il suffit de prendre le Borak pour vraiment ressentir cette satisfaction des passagers. Le plus beau témoignage de cela, la plus belle preuve, ce sont ces 12,5 millions de passagers transportés, mais c'est aussi comment ils prennent soin de ce... Ça devient une fierté nationale. Voilà, c'est cela. Ça devient une fierté nationale dont on prend soin. C'est-à-dire que depuis son lancement, on a l'impression à chaque fois qu'on le prend, et quelques années après, qu'il est encore neuf et que ces passagers-là, c'est comme un gage de remerciement finalement et de gratitude par rapport à cela. Professeur Lioumni, que représente ce genre-là, ce genre d'infrastructure qui est économique comme sur le volet social et sur le volet citoyen? Alors sur le volet citoyen, le Maroc vit peut-être depuis plus de 10 ans maintenant une réelle renaissance. On peut appeler ça Nahda en arabe. Mais ça, c'est pas les Marocains qui le disent, c'est le monde qui le dit. C'est un pays qui se transforme. Il y a des objectifs économiques qui sont les critères de l'émergence. Les infrastructures en fait partie. Le Maroc a investi entre 2000
et 2022, 750 milliards de dirhams. Et entre 1980 et 2000, seulement 300 milliards. Donc il y a une réelle volonté de transformer le pays et il y a des résultats. Parce que vous avez des pays qui font de l'investissement public dans la consommation. Le Maroc a fait le choix, un choix ferme, de faire de l'investissement dans les infrastructures physiques. Aujourd'hui, il y a 2 pays qui ont le score le plus élevé dans les critères d'émergence. En Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Et le Maroc, c'est le Maroc qui devance l'Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, alors sur le plan social, ça fait aussi partie des critères de l'émergence, la société. Donc aujourd'hui, les gens, les Marocains, ils sont fiers d'abord de ce qui se fait, ils voient des infrastructures, leur pays s'est transformé, et puis ils savent qu'ils l'ont financé avec leurs impôts, mais aussi avec leurs efforts. Tout à fait. Et ça fait que aussi accéder au bien-être et le préserver, ben, c'est une des nécessités que les gens doivent respecter, parce que aussi il y a aussi une histoire des Marocains et de l'amour de leur pays, mais il y a aussi le Maroc, ce sont des dynasties, une civilisation et une tradition, et puis une unité nationale. Ça, c'est très important. Tous les pays qui ont réussi à construire des États-nations ont moins de problèmes et de troubles sociaux que les pays qui ont échoué à construire l'État-nation. Parce que c'est très important de construire l'État-nation. L'État-nation, c'est de élever le sentiment d'appartenance. Et on le voit à travers les matchs de foot aujourd'hui, mais on le voit aussi dans toutes les manifestations, que les Marocains aiment leur pays, et puis ils ont envie que leur pays soit le premier dans un continent où il y a des difficultés. On en a, mais on en a moins que d'autres pays. Et des difficultés qui sont au-delà vraiment de la région Afrique, ce sont des difficultés qui sont mondiales. Nous sommes en train de vivre, et ce depuis l'avènement de la pandémie Covid-19, le monde entier vit dans une réelle crise socio-économique et surtout économique et inflationniste, mais cela n'a pas empêché l'État marocain de poursuivre son élan, notamment en ce qui concerne les investissements publics. D'ailleurs, l'enveloppe budgétaire qui a été débloquée pour l'investissement public dans le cadre de la loi de finances, professeur Benali, 2023. 2023, c'est un record. 235 milliards de dirhams. Oui, c'est un record. 2021, ça commence une flèche, une montée en flèche. Exactement. Alors, justement, et les chantiers doivent se poursuivre. Pourquoi on ne met pas en stand-by certaines dépenses publiques parce qu'il y a d'autres urgences sociales. C'est un choix aussi. C'est effectivement un choix et c'est une stratégie économique du pays. Parce que je reviendrai, on discutait tout à l'heure avec le professeur Youmri, on discutait sur tout projet, il y a des choses qu'on maîtrise et des choses qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, le Maroc travaille et essaie d'avancer dans tout ce qu'il maîtrise. Tout ce qui est international, on ne le maîtrise pas, on le supervise. Maintenant, quand on parle de projets sociaux, de projets d'infrastructure, personnellement, toujours pour moi, je dis, est-ce que ça profite à la population ou pas le citoyen? Je dis le mot profite. Pour le tramway, par exemple, le prix est raisonnable. Et la mobilité, moi, je dis, c'est-à-dire, quand on a décidé de le mettre, il est là, mais on n'a pas élevé le prix, on l'a mis à la portée de tout le monde. Absolument. Le tramway, il a résolu le problème de transport dans les villes, mais à un prix raisonnable. Aujourd'hui, donc, nous avons 3 éléments d'analyse, je dirais. C'est que l'infrastructure, c'est des réponses à un besoin, c'est-à-dire, je mets un produit d'infrastructure, c'est une réponse à un besoin. Donc, quand j'ai fait une réponse, ça veut dire, j'arrête les objectifs que je dois arrêter et je mets en face l'enveloppe. Si maintenant, on se dit que, reportons parce qu'on a le chantier de la protection sociale, donnons la priorité à la protection sociale par rapport aux transports. On est en train de freiner, peut-être d'agir sur l'investissement, sur la poursuite des investissements, sur la poursuite, agir sur des choses qui sont peut-être prioritaires pour pouvoir lui donner une croissance économique qu'on pourrait transformer en phénomène en développement. Donc c'est une chaîne liée, mais je dirais toujours que logiquement c'est une stratégie et en termes de stratégie, on ne change pas une stratégie quand on a de bons résultats. De bons résultats, un réseau autoritier. Par rapport à un complément, c'est assez important. Professeur Komat. Tu as posé la question par rapport pourquoi est-ce que c'est des contraintes sociales. Avec les contraintes sociales, on n'arrête pas en fait ces projets. Oui, doivent se poursuivre. Il y a derrière une vision royale. Oui. Si on fait l'analyse des discours de Sa Majesté les 3 dernières années, pendant la période, en fait, la crise que nous avons traversée, notamment la période du Covid, où il y avait des contraintes conjoncturelles.
sanitaires, économiques, etc. Si on fait l'analyse de ces discours, on va voir que l'essentiel des orientations de Sa Majesté, bien évidemment, ils se préoccupent de la vie quotidienne des citoyens, mais en même temps, ce sont des discours qui sont portés vers l'avenir, en pleine difficulté, en affrontant les difficultés quotidiennes, mais en même temps, on n'arrête pas la vision pour l'avenir. C'est durant ces 3 dernières années où les grands projets ont été lancés. Notamment, on parle aujourd'hui de la charte de l'investissement, on parle de la réforme aujourd'hui de la généralisation de la couverture sociale. Mais même en termes d'infrastructure, il y a la fameuse autoroute Tiznit-Dakhla. Le port de Dakhla. Le Donc, port de Dakhla, en tout cas. Pendant la période où peut-être le monde était préoccupé à gérer les problématiques quotidiennes, tout en affrontant les difficultés quotidiennes, on ne s'est jamais arrêté à réfléchir à l'avenir. Et les projets ont continué, aussi bien en termes de vision, d'orientation, mais également en termes opérationnels, en termes d'investissement. D'ailleurs, vous l'avez dit, au moment où l'État avait des difficultés, justement, à générer des ressources, c'est là où l'investissement public n'a cessé d'augmenter. Depuis 2019-2020, on était toujours dans une tendance croissante parce que il fallait continuer les projets structurants, notamment l'infrastructure. Notamment l'infrastructure. Et d'ailleurs, selon un rapport, ou le rapport du Forum, si vous le permettez, professeur Yomni, juste pour parler, parce que ça finit par payer, le Maroc a obtenu un indice de 4,5 sur 7 pour la qualité des infrastructures routières. Aujourd'hui, on compte pas moins de 1800 kilomètres d'autoroutes et encore, le compteur ne s'arrête pas là, plus des dizaines de milliers de routes nationales. Et ça, vraiment, cette émergence, c'est d'ailleurs le Forum économique mondial qui se pose la question comment les transports peuvent-ils stimuler le progrès économique et social dans un monde au bord de la récession. Alors finalement, ça a son retour sur investissement, tous ces investissements dans les routes et autoroutes. Vous voulez réagir peut-être sur ce volet? Je voulais réagir parce que votre question était très pertinente. Après, je vais aussi réagir sur ce volet. Elle était très pertinente parce que vous avez invité 3 économistes. Peut-être il ne fallait pas. En fait, professeur Komat et professeur Komat et professeur Ben Ali ont raison. En fait, pourquoi le Maroc continue dans les investissements publics? Premièrement, on doit prendre le virage du nouveau modèle de développement. Donc, il faut vraiment perfectionner les infrastructures. Et puis, le deuxième point, c'est que la crise Covid a accéléré l'entrée du Maroc dans la mondialisation. On rentrait avec ralentissement et avec la crise du Covid, paradoxalement, on est rentré très vite dans la mondialisation. Et puis, le Maroc n'est pas un pays surendetté. Donc, et après, il y a autre chose que les gens ignorent souvent. Ils pensent que l'investissement public, c'est le public qui le fait. L'investissement public crée des emplois dans le privé, parce que ce sont des entreprises, et de plus en plus maintenant d'entreprises marocaines, même dans les infrastructures, qui réalisent. Donc, ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée pour le pays. Ça, c'est la première partie sur laquelle je voulais réagir. Puis, vous m'avez dit sur... C'est-à-dire qu'on est en période de crise et la conjoncture mondiale, le Maroc n'y échappe pas, est difficile. Alors que, effectivement, vous venez de répondre à la question, parce que vous dites, effectivement, l'investissement public remplit le carnet de commandes des entreprises privées marocaines qui embauchent finalement de la main-d'œuvre locale, qui payent leurs taxes et leurs impôts au Maroc, et donc augmentent les recettes fiscales. Donc effectivement, la boucle est bouclée. Oui, professeur Ben Ali, vous vouliez réagir sur ce point. J'ajouterais une chose, c'est que pour moi personnellement, la période Covid, c'est comme une prise de connaissance de ce qu'on dispose. Ça nous a permis en tant que Marocains, à travers le mode de gestion du Covid, les vaccins, le personnel n'a pas été licencié, les mesures économiques, tout ça, ça nous a donné vraiment qu'on dispose d'un patrimoine sur tous les plans, organisationnel, managériel, vision stratégique, instruction royale, tout est là pour que le Maroc puisse avancer dans les chantiers. Alors, puisse avancer dans le chantier, et ce que je n'ai pas fini tout à l'heure quand on parle de réseau routier, c'est que le Maroc est classé dans la même catégorie comme le Bahreïn, le Qatar ou encore l'Arabie Saoudite, et ce selon le World Economic Forum. Alors, on parle d'infrastructures qui sont essentielles, il y a celles qui sont vitales. Nous sommes en train de traverser l'une des pires sécheresses depuis 4 décennies. Aujourd'hui, le Maroc est confronté à non seulement un stress hydrique, mais pour les observateurs et les plus avertis et les chercheurs, nous sommes face à une urgence hydrique. Et tout récemment d'ailleurs, professeur Komat,
Il y a eu cette réunion qui a été présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui suit de très près, et d'ailleurs cette réunion où il a demandé à ce qu'on active les leviers nécessaires pour faire face à cette crise de l'eau qui est partie pour durer. Peut-être un mot sur la politique des barrages d'abord et la continuité, n'est-ce pas, entre les deux règnes, le règne de feu Sa Majesté Hassan II et du souverain actuel Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans cette politique des barrages et comment elle est adaptée aux besoins mais aussi aux opportunités technologiques actuelles. Effectivement, c'est une politique qui continue. D'ailleurs, au niveau si on suit un peu ce qui est prévu sur 2022-2023, il y a pas moins de 18 barrages en construction. Donc, on continue dans la politique des barrages, mais en parallèle, bien évidemment, parce que les temps évoluent, il y a d'autres stratégies. Vous l'avez dit, la question du stress hydrique est une question centrale pour le Maroc. Et il y a aujourd'hui un plan qui est suivi personnellement par Sa Majesté, qui a fait l'objet de réunions présidées par Sa Majesté, et dont les résultats commencent à apparaître aujourd'hui. Vous savez que incessamment, on va pratiquement opérationnaliser l'adduction, l'interconnexion, qui était un des problèmes au Maroc. C'est parce que nous avons un déséquilibre en termes d'alimentation en eau entre les régions. Il y a des régions où il y a en fait un surdimensionnement en termes de capacité, d'autres qui ont un besoin. Il fallait connecter les bassins, et c'est ce qui est en train de faire. C'est imminent, parce que les prochains jours, la connexion, l'interconnexion entre le Sbou et Omarbe, elle sera opérationnelle. Là, c'est un record, parce que c'est un projet qui n'a pas une durée de plus de quelques mois, avec une difficulté en termes d'approvisionnement en tubes d'acier, notamment de la Turquie, mais parce qu'il y avait une orientation de Sa Majesté à ce que ce projet doit en fait être réalisé le plus proche possible. Et il est en train d'être finalisé, il sera opérationnel au mois d'août. Donc ça, c'est déjà un volet très important parce que la connexion, l'interconnexion est un volet fondamental. Il y a la question de dessalement. Aujourd'hui, on est dans un plan accéléré. Bien évidemment, il y a des projets qui commencent à être opérationnels, celui de Dakhla, d'Agadir. Il y a le plus grand projet qui est celui du Grand Casablanca. Alors, Casablanca, c'est un projet qui pratiquement, il va doter Casablanca de sa capacité de 300 millions de mètres cubes. Pratiquement, Casablanca. Et ça, c'est pour dire que nous sommes dans une stratégie intégrée globale. Et surtout que le Maroc est précurseur dans cette technologie de dessalement d'eau de mer dans la région. Pas dans la région MENA, parce qu'il y a effectivement des pays, les Émirats Arabes Unis, mais bon, après c'est la géographie aussi qui veut qu'ils sont précurseurs, des pays comme Israël par exemple. Mais en tout cas, le Maroc, dans sa région, et notamment en Afrique, est précurseur et il est loin devant en termes de technologie, en termes d'usines de dessalement d'eau de mer. Effectivement. Et là, pour dire que nous sommes dans une approche globale et intégrée, c'est qu'il y a la dimension du dessalement, mais la question du dessalement est liée à l'énergie. Vous savez, le grand problème du dessalement, c'est le coût énergétique. Et nous sommes en train d'utiliser les énergies renouvelables dans les projets de dessalement. Et ça va réduire le coût. Donc ça, c'est très important. Et puis, ça va avoir un impact, notamment sur l'agriculture. Vous savez que lorsqu'on va libérer l'approvisionnement en eau, par exemple, de la région de Casablanca, l'eau qui était destinée à Casablanca, il sera orienté vers l'agriculture. Et donc, c'est pour dire que nous sommes sur une vue globale, holistique, dans la question de l'eau. Bien évidemment, il y a eu quelques retards, mais aujourd'hui, on est en train d'accélérer le process. Bien évidemment, c'est une question qui est structurelle, mais on est en train de l'affronter. Donc, pour dire que c'est une question que nous abordons, mais nous l'abordons également dans l'optique de développement durable. J'ai évoqué l'utilisation des énergies renouvelables, il y a également l'utilisation des eaux usées. Vous savez qu'aujourd'hui, l'essentiel des espaces verts, notamment dans des régions comme Rabat, ils sont irrigués grâce à la réutilisation des eaux usées. Et donc, c'est une question qui est structurelle, mais le Maroc aujourd'hui a appris de faire des contraintes, des opportunités. La question de l'eau et la question de l'énergie ont été toujours des questions de contraintes. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre de notre vécu et d'imaginer des solutions adaptées à notre environnement, à nos moyens, à notre expertise. Je crois, sur cette question-là, également, nous sommes en train d'évoluer. On veut atteindre l'objectif de produire 1 milliard de mètres cubes d'ici à 2030, donc dans quelques années. L'accompagnement de la politique publique, vous qui êtes spécialiste de la politique publique, de ces orientations royales, professeur Yomni.
Pour l'accompagnement des politiques publiques, les politiques publiques parlent toujours d'un besoin des citoyens. Et donc, il faut d'abord les financer et puis il faut les évaluer. Et toutes ces politiques publiques que le Maroc entreprend, elles ont un lien avec la volonté d'abord d'améliorer la croissance économique, parce que c'est ce qui permet de financer les politiques publiques avec les impôts. Donc sur la question de l'eau, par exemple, c'est très important, parce que le Maroc voudrait d'abord profiter des transferts de technologie pour ramener le coût du mètre cube à moins d'1,50 $, parce qu'aujourd'hui on est presque à 2 $, mais il faudrait faire du benchmark avec d'autres pays. Et donc, c'est très important. Donc, si vous voulez, dans les politiques publiques, le but, c'est d'accéder à certaines souverainetés. La souveraineté alimentaire, la souveraineté économique, plus ou moins la souveraineté industrielle, importer moins, exporter plus. Donc, les politiques publiques, pour beaucoup de gens qui ne sont pas initiés, pensent toujours que les politiques publiques sont coûteuses. Normalement, les politiques publiques sont productives de croissance économique quand on les fait avec une manière efficiente. Donc, ce n'est pas forcément un coût, mais ça peut être un bénéfice. Professeur Komat a parlé de transformer les contraintes en opportunités. Oui. Et c'est ça le but. C'est-à-dire mobiliser aussi des fonds publics. Oui, bien sûr. Et des fonds privés. C'est ce que nous, on appelle les 3 E en management public. En fait, c'est être effectif, être efficient et être efficace. En fait, faire avec moins, plus. Et c'est le but des autres. Alors, par contre, il y a aussi un travail, et je pense qu'on n'en a pas discuté, c'est sur aussi la réduction des disparités régionales au niveau des politiques publiques. C'est-à-dire d'essayer de connecter le Maroc et d'avoir moins d'écart sur les richesses ou sur les niveaux de vie entre tous les citoyens de ce pays. Et ça, c'est un travail qui se fait aussi dans cette stratégie globale de prospérité partagée entre les Marocains. Oui. Et vous avez parlé de souveraineté, il y a cette question de souveraineté énergétique et les efforts qui sont déployés pour dépendre moins des importations d'énergie fossile. Professeur Khalid Ben Ali, il ne s'agit pas seulement d'atteindre cette autosuffisance énergétique, mais aussi d'exporter une énergie qui est made in Maroc. Un mot sur le positionnement du Maroc là-dessus. Je dirais que sur le plan infrastructure, nous avons toujours constaté une anticipation et une prise de décision beaucoup plus avant. Citons le projet Mazen, l'énergie solaire dans les régions du Sud. Citons l'intérêt royal accordé à toutes les politiques énergétiques et notamment le discours royal au cours de laquelle il a appelé le gouvernement à mettre une place pour la sécurité énergétique. Donc, partant de là, ce dossier est toujours parmi les priorités de l'État. À côté de cela, nous avons entamé depuis quelques années la réforme budgétaire, c'est-à-dire la programmation triennale, les budgets programmes, où là, nous travaillons sur des programmes axés sur les résultats. C'est-à-dire, nous avons des programmes axés sur les résultats et nous savons maintenant que pour l'énergie, nous avons eu le cas lors de la crise du Golfe, nous avons vu l'augmentation des prix, nous avons vu la répercussion sur les coûts de production, sur la chaîne d'approvisionnement. Maintenant que les prix se sont baissés, il y a une réflexion sur produire pour l'autosuffisance. Nous constatons que beaucoup d'entreprises sont en train d'explorer partout au Maroc tout ce qui est mine et énergie. Par la suite, réfléchissons à être un importateur. Parce que jusqu'à présent, il faut le dire que le Maroc, nous avons pu... Un exportateur, vous voulez dire parce que un exportateur. Voilà, pour l'instant, on importe beaucoup et ça nous coûte cher. La facture des importations, ou en tout cas la balance commerciale, est largement impactée c'est là où je veux par la facture énergétique. C'est que malgré tout ça, nous parvenons à réaliser des infrastructures et nous avons un taux de croissance. Donc, si nous avions l'outil énergétique qui était, nous aurions eu un peu plus. Mais je dirais que en termes d'infrastructure, à l'international, on raisonne sur deux choses. Le profit direct, profiter directement et profiter indirectement. Donc, il y a des secteurs où on profite directement et des secteurs c'est détourné, mais c'est toujours l'économie à travers un échange entre acteurs économiques. Très bien, un échange. Et aussi, puisqu'on parle d'investissement public, on annonce quand même que le rythme des investissements dans l'énergie va augmenter de plus de 3 fois par rapport à la période entre 2023 et 2027, par rapport à la période de 2009-2022. Donc, ceci impose aussi cette doctrine de maintenir le cap
quelle que soit la conjoncture, bien qu'elle soit difficile, eh bien, il faut maintenir le cap parce que ça finit par payer. Alors, on parle de cette politique de l'énergie. Il y a un point très important, c'est l'aspect régional de l'énergie, notamment renouvelable, et cet aspect régionalisé aussi de la décarbonation. Professeur Komat, comment une stratégie centrale ou centralisée est-elle déployée à travers les 12 régions du Royaume? On a parlé de Nord, mais il n'y a pas que Nord. Bien sûr. Alors, en fait, le Maroc aujourd'hui a un objectif, c'est de réduire les disparités territoriales et les disparités sociales. Donc, la tendance à venir, en termes notamment d'infrastructures, c'est de développer l'attractivité des différentes régions grâce à une infrastructure qui serait, en fait, à la hauteur des ambitions des différentes régions. Alors, bien sûr, la question de l'énergie, aujourd'hui, est un des volets qui va permettre à certaines régions de se développer. De s'industrialiser aussi. Également. Bon, j'évoque le cas, aujourd'hui, qui est en vue, qui est celui de la région de Ouadnoul. La région de Guelmim. Aujourd'hui, il y a un potentiel qui a été détecté au niveau international. Et il y a des investissements qui sont en train, aujourd'hui, d'être réalisés. Pour dire que peut-être, grâce à l'énergie, il va y avoir un tournant pour certaines régions qui sont considérées peut-être un peu en déficit en termes de développement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, il y a les stations Nour, par exemple, au niveau de Midelt, après Ouarzazate. Donc Ouarzazate, bien sûr, avec la première station Nour, a connu un essor. Et donc aujourd'hui, l'énergie peut être un vecteur de développement de certaines régions. Alors bien sûr, il y a également les régions du Sahara marocain. Donc le Sahara marocain également et ce sont des régions aujourd'hui qui se développent grâce notamment à l'infrastructure. Vous avez évoqué le port de Dakhla. Il y a également l'axe, tout ce qui est route. Aujourd'hui, on sait que pratiquement on est en train d'opérationnaliser les 1100 kilomètres qui vont lier Tiznit à Dakhla. Et donc, bien sûr, il va y avoir tout un pont qui va suivre en termes logistiques, en termes d'activité économique. Pour dire que aujourd'hui, l'infrastructure est un des leviers qui va permettre le rattrapage du retard enregistré par certaines régions. Parce que l'infrastructure, il permet de drainer l'investissement et c'est l'investissement qui permet à ces régions, qui va permettre à ces régions de connaître un élan en termes de leur développement. Parce que je rappelle que l'objectif, c'est un développement équilibré entre les différentes régions, mais également sur un plan social. Comment, justement, une zone industrielle peut-elle jouer ce rôle, professeur Khalid Ben Ali? Oui. Comment une zone industrielle aujourd'hui peut jouer ce rôle de catalyseur et d'accélérateur de croissance? Alors, une zone industrielle, c'est avant tout un endroit où existent plusieurs sociétés et avec différentes activités. Donc, il y a une diversité des activités. Donc, il y a accès d'une main-d'œuvre diversifiée, c'est plusieurs profils pour accéder. Il y a une production diversifiée. À côté, donc, s'installe un commerce à côté, s'installent des agglomérations, des villes, des installations à côté. Et puis, c'est un précurseur pour développer davantage les cursus universitaires, parce que pour adapter le marché de la formation au marché de l'emploi, pour donner un sens à la charte d'investissement, parce qu'au niveau de la charte, il y a plusieurs mesures d'aide et d'incitation aux entreprises, aux porteurs de projets, aux innovations, à la recherche, aux effets connectés, c'est-à-dire on encourage. Donc, in fine, ça permet une zone qui était peut-être était à un niveau peut-être classé, si je parle d'une région en termes d'indice de développement humain, un niveau. Une fois que vous installez une activité, vous la faites revivre sur tous les plans. Même la population, les commerces s'installent, l'investisseur vient s'installer parce que un investisseur, prenons par exemple les cliniques ou bien des dentistes, il ne peut pas s'installer dans des régions lointaines. Mais lorsque vous préparez le terrain, vous préparez l'accès, vous préparez beaucoup de choses, vous donnez la possibilité d'implémentation de ces acteurs. Parce que, in fine, vous avez un projet, vous faites une zone industrielle, d'accord. Mais il ne faut pas la garder opérationnelle. Il faut la transformer en objectif de développement qui va se répercuter sur les citoyens.
Et si maintenant, au niveau de chaque région, au niveau de chaque collectivité territoriale, nous avons l'implémentation de ces projets, et quand on fait une zone industrielle, elle est un peu éloignée des citoyens pour garder cet aspect. Donc là, nous créons vraiment une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie au niveau des civils et une nouvelle, je dirais, une nouvelle approche, parce que finalement, même les gens qui sont là, il y a beaucoup de gens qui resteront pour travailler dans leur région, pas forcément d'aller chercher dans une région où peut-être il ne trouvera pas. Et même au niveau, là, je dirais, par exemple, les nouvelles écoles, les écoles des métiers qui ont les cités des métiers qui ont été inaugurées de Lyon, ça permet de renforcer ça. C'est beaucoup de disciplines à l'intérieur. C'est un peu l'image du Maroc, une possibilité pour nos compétences et nos profils. Et je dirais, le développement est aller de l'avant avec le développement de la recherche. Le développement de la recherche est aussi aller de l'avant et développer et régionaliser cette mise à niveau de notre système de santé. Et ça passe d'abord, on a beau dire que non, les infrastructures ne suffisent pas, il faut bien sûr le capital humain, mais il faut d'abord ces infrastructures. Un mot sur l'évolution de ces infrastructures des soins de santé d'abord et surtout maintenant que le Maroc s'est engagé grâce à cette vision, grâce à ce choix vraiment très courageux du souverain de généraliser et surtout de la gratuité des soins médicaux pour toutes les Marocaines et tous les Marocains. Abdelghani Liomni, une mise à niveau régionalisée aujourd'hui. Alors, ce qu'on constate sur le secteur de la santé, c'est qu'il y a d'abord, il y avait un potentiel et maintenant il y a une accélération d'abord de l'accès à la santé, mais aussi d'offrir des soins de santé. Il y a une multiplication d'ouverture de cliniques, mais aussi de CHU, de formation des médecins. Nous savons tous qu'on a des carences et des besoins en ressources humaines, mais par contre, en même temps, nous avons des ouvertures multiples. Donc, on passe à un stade que je mettrais entre guillemets, d'industrialisation de la santé. C'est-à-dire que nous avons un nombre de cliniques et d'hôpitaux qui devient conséquent pour permettre l'accès, mais peut-être pour aller dans le sens de ce que la Turquie a fait à la fin des années 2010, en offrant ce qu'on appelle le tourisme sur le secteur de la santé. C'est-à-dire que le Maroc aujourd'hui va aller dans le sens à... On le voit d'ailleurs, vous le dites, et on est en train de suivre ces images magnifiques, merveilleuses de cet hôpital, de ce CHU Ibn Sina qui est dans le pipe. Aussi, on parlait des chantiers dans le pipe, qui est vraiment extraordinaire, à la pointe de la technologie et qui fait vraiment la fierté de la région d'abord. Oui. Mais aussi de tout le royaume. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est que la santé, elle est financée par les cotisations sociales des citoyens, mais aussi elle est capable de produire de la valeur ajoutée et de créer des emplois. Et on peut voir un secteur de la santé qui contribue à la croissance économique. C'est ce que la Turquie et la Malaisie ont suivi. Et le Maroc, je pense qu'il est sur ce chemin, puisqu'on voit à travers le Maroc que nous avions des carences dans la ville de Tanger, par exemple. On ne trouvait pas assez de cliniques. Aujourd'hui, nous avons un grand CHU. Nous avons des facultés de médecine qui ouvrent, par exemple à Mimlel. Il y a du privé, il y a du public. Donc, il y en a à peu près pour tout le monde. Après, il y a aussi un effort qui est fait dans le financement du secteur de la santé, puisque ça va demander de l'argent. Il y a une contribution de l'État à un tiers, à peu près 23 milliards de dirhams, pour un coût de 57 milliards de dirhams. Puis il y a les cotisations. Et moi, je pense aussi que ces infrastructures de santé, parce que c'est quand même des infrastructures immenses, elles vont aussi créer de la valeur pour pouvoir s'autofinancer. Je pense qu'on est sur une convergence d'objectifs qui vont vers la même stratégie voulue par Sa Majesté depuis maintenant 20 ans, et on est en train aujourd'hui de voir 24 ans. Voilà, 24 ans. Donc on est en train de voir aujourd'hui les résultats, mais aussi les effets. Absolument. Professeur Mnali. Je voudrais rebondir sur deux éléments. C'est que le chantier de la protection sociale en général, il nous a permis de dire, nous connaissons nos lacunes, nous connaissons ce qui manque, mais nous sommes quand même allés vers ce chantier avec une généralisation de la couverture médicale pour toute la population, avec ce que l'engendre comme nécessité de préparer l'offre hospitalière pour répondre à la demande qui sera générée. Très bien. Donc, et la santé, qu'est-ce qu'il y a de plus cher que la santé d'un être humain ? L'investissement, donc quand on dit on a une infrastructure, on a un bon secteur sur le plan santé, ben on investit, on profite directement, ça profite aux citoyens, ça permet
d'immuniser la société. Parce que si on n'a pas s'il y a les moyens de santé ne sont pas là, nous aurons des problèmes au niveau de la mortalité infantile. Nous avons au niveau de la scolarisation des enfants. Nous agissons dans le futur sur la main-d'œuvre active, sur beaucoup de choses. Quand nous mettons à disposition, autre que nous immunisons, nous développons nos indicateurs sociaux et nous les améliorons. Surtout au niveau des régions, c'est très important, oui. Puisque cette question de régionalisation, que ce soit du développement ou des infrastructures sociales, est très importante et aussi jouit de la sollicitude royale en particulier. Dernier point, et nous sommes, cette année, nous avons vibré au rythme des exploits sportifs. Et ça fait quelques années que... Enfin, nous, en tout cas, on l'attendait. Mais derrière cela, il y a aussi une vision, il y a aussi des infrastructures qui ont été construites, d'abord pour former les talents qui hissent très haut le drapeau marocain, pas seulement dans le football, parce qu'on parle que du football, il n'y a pas que dans le foot, dans beaucoup d'autres disciplines, et il y a aussi les infrastructures pour accueillir les grandes compétitions internationales, que ce soit internationales ou d'ailleurs régionales. Professeur Komat, un dernier mot sur l'importance de l'investissement dans l'infrastructure sportive. Alors c'est un volet très très important. Vous l'avez dit, nous commençons à récolter les résultats d'une vision royale qui a en fait depuis une dizaine d'années un message très profond justement pour appeler à mettre les moyens pour justement l'essor de l'activité sportive dans notre pays, parce qu'il faut le rappeler, le sport, ce n'est pas seulement du sport pour le sport, mais le sport, c'est une trajectoire en termes de valeurs, en termes d'éducation, en termes d'image du pays. Et donc aujourd'hui, nous avons les résultats qui sont là. Alors, bien évidemment, vous l'avez dit, il n'y a pas que le foot aujourd'hui, on est en train de voir un essor sur les autres activités sportives. C'est un exemple pour d'autres secteurs que finalement, il y a toujours un retour sur investissement. D'ailleurs, la première question que vous avez posée, le retour sur investissement, nous sommes là devant, en fait, un exemple concret que nous sommes en train de récolter les résultats d'un investissement qui a été visionnaire. Aujourd'hui, en fait, les résultats, ils sont là. Alors, bien évidemment, c'est un exemple pour moi, c'est un signal que doivent en fait récolter d'autres pans de notre société. Et bien évidemment, en fait, le sport aujourd'hui, il joue un rôle très très important. On parle du soft power. Aujourd'hui, l'image du Maroc est en train de gagner des points, pas seulement sur le plan sportif, parce que à travers le sport, vous l'avez dit, il y a, en fait, on donne, je dirais, pas des leçons, mais également des exemples de la bonne organisation. Voilà, oui. Le fait qu'aujourd'hui, nous recevons des équipes nationales qui choisissent le Maroc pour jouer leur match, pour venir s'entraîner, à l'accueil, l'organisation, le professionnalisme, l'infrastructure également, parce que nous ne sommes pas, en fait, aujourd'hui, au bout de cet effort-là, nous avons d'autres projets. D'ailleurs, nous saluons aujourd'hui, comme on fait un peu le bilan de l'année, la candidature du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour organiser la Coupe du Monde de 2030. Et je crois que nous sommes très bien partis, parce que ce que nous sommes en train de réaliser, pas seulement en termes d'infrastructure, mais également en termes de comportement, en termes de management, en termes d'image, va dans le sens de conforter le dossier du Maroc, et on espère que, Inch'Allah, on aura de bons résultats pour l'avenir qui vont attester que le Maroc sera co-organisateur de la Coupe du Monde de 2030, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas de raison pour que, Inch'Allah, nous ne réussissions pas ce challenge, et c'est l'un des challenges, et on aura d'autres qui ont été relevés avec succès grâce aux Marocains, avec cette vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, donc 24 ans de règne. Nous venons donc de passer en revue, pas tout, malheureusement on ne peut pas tout mettre en 52 minutes, mais en tout cas l'essentiel, et surtout le rôle important de l'infrastructure, quelle que soit sa nature, économique ou sociale, pour aller de l'avant, pour atteindre ce modèle de développement voulu par tous les Marocains, par toutes les citoyennes et tous les citoyens. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Professeur Abdelghani Liomni, professeur Khalid Nali, professeur Abdelatif Komat. Merci d'avoir enrichi cette discussion. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes.